Les ruines. Benoît de Ville. Clara, Berlin, 1945. Les armes chaudes fument encore, et les dernières émanations provenant des incendies s'échappent encore des ruines. La place est échauffée par le soleil brûlant d'une fin d'été. Autrefois, il y avait des gens autour de la fontaine qui allaient et venaient, préoccupés par eux, ne se souciant plus de ce monde abandonné à son sort. À cette même époque, les amoureux s'enlaçaient, insouciants des regards courroucés des passants moins tolérants, enflammés par leurs élans intimes. Elle a même été embrassée, ici, par son premier amour tendre. Il n'a même pas osé découvrir son corsage en défaisant son chemisier blanc, ni passer sous sa jupe rêche et droite de lycéenne en fin de secondaire pour tenter d'approcher au moins sa petite culotte. Les armes chaudes et brillantes restent tachées du sang des lâches et des courageux. Gisant dans la poussière et les débris de bois et de béton, il y a des enfants qui jouent à cache-cache entre les percées des obus, dans les travers des immeubles. La mort s'en va, la vie revient. Il y a un cinéaste qui veut la filmer. Elle refuse. Il insiste. Elle se met en colère et lui envoie en pleine figure un pavé. Les sirènes ne hurlent plus. Il y a les murmures de quelques camions de l'armée russe qui vont et viennent, presque sans cesse, remplis de gravats, aidés par les chaînes de rescapés s'épuisant jusqu'à la tombée du soir. Le passé s'en va et l'avenir apparaît. Seront-ils radieux les jours à venir? Seront-elles belles les heures qui se profilent? Elle n'est pas allemande, autrichienne. Sa seule faute est d'avoir cru en lui, en ce chef peu ordinaire. Il leur a promis tant de choses que n'est venue que la guerre. Puis, de dépit, il s'est enfui, comme un lâche. Il n'a même pas eu le courage d'affronter ce qu'elle voit sur cette place. Elle sait qu'autour de la ville, il y a un cordon russe côté est, et côté ouest, les Américains, les Anglais, les Français, quelques Espagnols et Italiens, des Canadiens aussi. Et au milieu, tous les survivants. Tous ceux qui ont la charge de construire demain. En attendant, il faut qu'elle quitte cette place qu'elle aimait tant avant que la nuit ne survienne. Il ne fait pas bon pour une femme allemande se retrouver dans les rues. Il y a l'adresse officielle, puis la cache. Elle a lu que des familles juives avaient fait de même depuis cette fameuse nuit de cristal. Des amis, des connaissances ont préféré se jeter par la fenêtre plutôt que revivre une seule nuit comme cette première fois où les libérateurs sont venus dans la ville. Elle, dans une petite pièce aménagée en chambre, planquée sous les caves d'un immeuble. Ironie, c'est l'immeuble réquisitionné par l'état-major soviétique. Le jour, elle travaille pour eux comme secrétaire et traductrice. Elle leur traduit tous les documents qu'ils ont pu prendre dans tous les bureaux de toutes les villes qu'ils ont traversées. Elle remonte dès 7 heures du matin, après un détour par les rues du quartier avec son laissez-passer.
Elle s'assied à la petite table qu'ils lui ont assignée. Elle croule sous des tas de paperasses aux effigies du Troisième Reich. Ils veulent qu'elle leur traduise tout ça avant qu'ils ne soient obligés de rendre des comptes aux Alliés. Une amie, plus chanceuse, fait la même chose qu'elle pour les Américains et les Anglais. Eux aussi ont des tas de papiers et documents à faire traduire avant de rendre des comptes à leurs partenaires russes. Dans ces heures où personne ne pourra la trouver, dans son lit de camp, tout habillée, elle songe à partir. Il y a toutes sortes de gens qui négocient tout et n'importe quoi dans cette ville en ce moment. Il faut se méfier. Mais elle peut négocier son départ pour les États-Unis. Elle a récupéré un document ultra confidentiel de l'Abwehr. Comment les Russes ont-ils fait pour se le procurer? Elle n'en sait rien. Mais à sa seule vue et la liste qu'il contient, elle a su qu'elle tenait son billet de sortie. Il est, en plus, frappé de l'écusson SS. Cette manie de tout noter, comme une sorte de testament. Des pas. Elle éteint sa petite lampe de poche. Elle ne respire plus. Un chuchotement. Je sais que vous êtes là. Une voix de femme slave. Elle parle bien sa langue, presque sans accent. Cette voix la charme, mais il ne faut pas qu'elle bouge. Elle s'approche de sa cachette. Elle la voit par la petite fissure pratiquée dans la cloison. Elle recule, car un œil la fixe de l'autre côté. Le sang se fige, sa respiration se bloque. N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. Sortez de là ou laissez-moi entrer. Je veux vous parler, c'est tout. Vous comprenez? Insiste la voix féminine russe. Elle comprend. Oui, qu'il y a certainement 3 ou 4 hommes près d'elle, prêts à la saisir dès qu'elle se sera extraite de son trou. Comment a-t-elle fait pour la trouver? Elle a dû la suivre. Elle ne voit que ça. Allez, venez, je suis toute seule. Ne craignez rien. Oh, qu'elle dit, ne pas bouger. Elle va finir par partir et lui foutre la paix. Non, il ne faut pas qu'elle reparte. Elle connaît sa cachette. Elle va la dénoncer et demain elle sera emprisonnée. Attendez! Le cri est presque trop fort. Un ton plus bas. Attendez, ne partez pas, s'il vous plaît. Elle s'extrait de sa cache tout en regardant aux alentours. Il fait sombre, mais elle a appris à reconnaître les choses et les gens dans l'obscurité. Depuis 2 ans, le silence est son plus sûr compagnon, et le moindre bruit l'alerte. Pourtant ils l'ont eu la première nuit où ils sont arrivés. Elle ne s'était pas aussi bien cachée, et ils l'ont trouvée. Toute la nuit, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ivres pour la plupart. Ils ont dansé sur elle, avec l'aval de leur hiérarchie. Il n'y en avait qu'un qui ne bougeait pas et qui semblait ne pas avoir bu. C'était certainement un représentant officiel de leur comité central, leur politburo, comme ils disent. Au petit jour, il s'est approché d'elle, tremblante. Il l'a recouverte de son manteau en lui caressant les cheveux. Anéantie, elle n'osait faire aucun geste de défense. Je suis désolée. Cette nuit et toutes les autres nuits, trouvez-vous une meilleure cachette. Tant que nous serons ici, vous ne serez pas tranquilles, vous, les femmes allemandes. C'est une vengeance, vous comprenez? Qu'avons-nous fait? Vous, personnellement, je ne sais pas. Mais vos escadrons de la mort, eux, ils doivent payer. Eux et tous vos responsables, femmes ou hommes. Il lui a répété son excuse, puis il a disparu. Le matin même,
Il s'est présenté à l'appartement de ses parents disparus et lui a trouvé cet emploi après lui avoir demandé ses références. Il a tiqué quand elle lui a avoué avoir travaillé pour l'état-major nazi. Encore un peu plus lorsqu'elle lui a appris à être à moitié juive du côté de son père. « Et vos parents, où sont-ils » a-t-il questionné. « Disparus » lui a-t-elle répondu. « Disparus » a-t-il répété pour mieux comprendre ce mot. « Ça ne fait rien. Venez avec moi. » Il l'a présenté à son supérieur. En russe, ils ont échangé quelques mots, puis il a obtenu son accord. Elle l'a suivi dans les dédales de couloirs et de bureaux. Ils lui ont fait remplir des papiers et lui ont demandé les siens qu'ils ont retenus. Elle ne sut quoi faire pour le remercier. Elle a cru qu'il fallait qu'elle dîne et passe la nuit prochaine avec lui. Il a tout décliné. Il lui a simplement dit « La vie reprend, c'est tout. » Elle la regarde avec un regard bleu et un visage rond aux traits presque aplatis, la femme en uniforme. Elle la reconnaît. C'est la fille qui lui a donné son laissez-passer après lui avoir fait remplir un questionnaire. Elle s'est assise sur un morceau de pan d'un mur écroulé. Elle lui a offert de boire au goulot de sa gourde. « Vodka, ça réchauffe. » Elle a bu avec elle. Elle a souri. « Vous êtes en sécurité ici ?» Elle montre les planches repoussées et le trou dans le mur. « C'est mieux que là où j'étais avant. » »« Oui, avant. » »« Vous savez ? » ?»« Oui, beaucoup de femmes allemandes et autrichiennes vivent comme vous, mais peu échappent aux rafles du soir. » »« Des rafles, le soir ? Vous ne saviez pas ? » ?»« Non. Pour moi, ils sont entrés de force dans mon appartement, enfin, la petite pièce attenante à l'appartement de mes parents. Elle servait pour la bonne, avant. Passons. C'est la guerre. Elle est finie, la guerre, non ? Non, la guerre n'est jamais finie. Ces 4 années n'ont été que l'épicentre de tous les conflits des hommes. L'éruption, tu vois ? Je sais pas. Peut-être. C'est pas grave. L'essentiel est de survivre. Survivre à tout. Comment ? Moi, tu vois, je suis entrée dans l'armée soviétique après l'invasion allemande. Après que les nazis ont envahi Stalingrad. Ou plutôt essayé, je devrais dire. Comme toi et tes copines, j'ai été violée. C'est le lot des femmes. Une proie de guerre, tu vois. Le plus dur, c'était lorsqu'ils ont assassiné mes parents et mon petit frère, pendant que 2 d'entre eux me prenaient de force sous leurs yeux. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas tuée à mon tour. Alors, l'armée m'a donné une nouvelle raison de continuer. Mais quand je vois ces porcs faire comme ces salauds, je foutrais bien une bombe à tout ce foutu monde et bye bye l'humanité. Elle n'a plus rien dit ce soir-là. Elles ont fini sa petite gourde. Elles ont tressailli quand un soldat s'est amené vers elle. Il a posé une question. « Juive » lui a répondu la femme russe. Et il est reparti.